pense que la maturité, c'est d'avoir une certaine compréhension de ce que c'est l'IA, d'avoir aussi les données à disposition, puis d'avoir une capacité d'adoption des nouveaux modèles. Je pense que c'est vraiment là qu'on doit aller. Puis je pense que chacun est dans une situation spécifique à son cas, mais je pense que le grand message, c'est de dire il faut y aller. Parce que moi, je suis d'avis que ce qu'on voit comme changement au niveau de l'IA, c'est une révolution technologique. Puis le comparable le plus près que je vois, c'est l'émergence d'Internet puis du Web au milieu des années 90. Puis on a vu le Web, Internet, ça a changé énormément les choses. Peut-être pas en 1999. En 1999, c'était un objet d'intérêt. On commençait à avoir les sites qui hébergent. Mais si on regarde en 2025, l'importance que l'Internet a dans nos vies, mais moi, je crois qu'en 2050, l'IA va avoir une importance comparable au moins. Fait que je pense que dans les 10-15 prochaines années, il y a un virage important qu'il faudra faire. On n'est peut-être pas prêt à anticiper tout ce qui va arriver, mais être prêt, des fois, c'est juste de comprendre ce que c'est, puis d'être à l'affût de se préparer en termes d'adopter lorsque le fruit va être mûr. L'intelligence artificielle transforme le monde. Mais ici, au Québec, on structure notre transformation. Comment? En créant les conditions favorables à son adoption. On active toute une communauté. IA Québec. Bonjour et bienvenue à un autre épisode du balado IA Québec. Hors série cette fois, on se retrouve au rendez-vous IA Québec organisé par l'IID, l'Institut Intelligence et Données et Québec International. Aujourd'hui, on a l'occasion extraordinaire de rencontrer Christian Gagné, le directeur scientifique de l'IID. Bonjour Christian. Bonjour Luc. Hey, c'est super, on se retrouve au rendez-vous IA Québec ici ensemble. On a la chance de se voir souvent ici à Québec, partout au Québec même, mais là c'est un moment spécial. Oui, mais le rendez-vous IA Québec, c'est quelque chose qu'on organise, on co-organise au niveau de l'IID. C'est vraiment le but, c'est de rassembler tout le monde de la région de Québec et du Québec en général pour discuter de l'IA. Puis c'est le fun d'avoir cette espèce de rencontre-là de tout le monde, des différents milieux, gouvernements, entreprises, universités. C'était vraiment ça dans l'audience tout à l'heure. Là, j'ai sondé qui était là. Il y avait quand même plusieurs centaines de personnes, beaucoup d'entreprises, beaucoup de start-up, puis des chercheurs. Alors, c'est, je pense, mission accomplie là-dessus. Là, c'est un beau rendez-vous. Ouais, je suis content, moi aussi. Alors, Christian, écoute, on est privilégié d'avoir un grand maître comme toi de la recherche qui pilote les idées, les travaux de ce côté-là. Mais avant, moi, j'aimerais te poser la drôle de question de c'est quoi la couleur de Christian? C'est quoi l'ADN? Comment on le décrirait, ce Christian Gagné-là? Bien, moi, je suis d'une formation d'ingénieur. Donc, je suis formé en génie informatique. C'est une bonne couleur, ça, en partant. Oui, mais j'ai une couleur très pratique. Mais durant toutes mes études, j'ai vraiment été vers quelque chose de peu plus fondamental. Fait que je dirais que j'ai le mix des deux. J'ai vraiment une approche où je fais de la recherche fondamentale, où je vais on présente des travaux avec mes étudiants dans les grandes conférences scientifiques, les NeurIPS, les CML et tout ça. Mais j'ai quand même un côté très pratique aussi, où on applique. Je dirais que carrément, la moitié de mes activités se séparent en du conceptuel, méthodologique, et de l'application des méthodes IA pour des problèmes concrets. Fait que tu es capable de l'amener sur le terrain là, du concret pour les entreprises? Oui, bien disons, on s'attaque à des problèmes qu'on trouve que c'est intéressant scientifiquement, mais qui ont une visée vraiment pratique. Fait que c'est souvent comme ça que j'aime bien aussi être dans la multidisciplinarité. Fait que je touche à tout. Moi, je suis un curieux. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à plein de choses, peut-être trop de choses des fois. Puis, mais cependant, d'être capable de faire ce genre de travail-là en collaboration avec des entreprises, avec des collègues de d'autres disciplines où on intègre l'IA. Fait que moi, j'agis comme l'expert des méthodes et la personne avec qui je collabore va agir comme l'expert du domaine. Puis on fait des choses ensemble. C'est vraiment quelque chose qui... Donne-nous un exemple ou deux, là. Bien, un exemple, c'est, entre autres, j'ai une longue histoire en microscopie à super résolution. Ben oui, c'est vrai, c'est très, très concret. C'est très concret, mais c'est de faire des meilleurs instruments scientifiques pour voir vraiment au niveau nanoscopique. Dans le fond, ça aide beaucoup au niveau de la santé, de la médecine, de comprendre un peu ce qui se passe au niveau des interactions cellulaires. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste de la microscopie à super résolution, mais j'ai une collègue, Flavie Lavoie-Cardinal, qui est professeure ici à l'Université Laval, qui, dans le contexte de ses recherches au Centre de recherche cerveau, au niveau de la neuro, elle intègre l'IA
dans ces instruments pour traiter la donnée puis aussi améliorer les instruments. On a eu beaucoup d'étudiants qu'on a partagés ensemble. On s'intéresse à des problématiques variées où là, moi, j'agis comme l'expert de la méthode, puis elle agit un peu comme l'expert du domaine dans l'instrument puis dans l'application en biologie. Tu nous parlais d'exemples concrets de tes travaux. Je pense que tu en avais un autre pour nous. Oui, ben, j'ai des travaux aussi sur l'utilisation des modèles, les grands modèles de langue dans le contexte de la santé. Ah, Donc, d'appliquer ça, d'explorer les approches pour appliquer les grands modèles de langue, les modèles même multimodaux qui traitent aussi de l'image, pour aider les gens dans le milieu de la santé à faire des traitements, à automatiser les choses, à faire différentes requêtes. Si on peut penser à un médecin qui voudrait avoir peut-être une certaine analyse du dossier d'un patient pour évaluer des risques ou faire des diagnostics potentiels. Donc, l'IA pourrait faire ce genre de traitement-là. Fait que nous, mais avec un modèle de langage circonscrit et j'imagine oui, auquel on peut avoir on confiance. vise à avoir des modèles qu'on puisse installer sur des ordinateurs sécurisés qui ne vont pas envoyer des requêtes ailleurs à l'extérieur, qui vont être vraiment fonctionnels localement sur la base de données pour éviter tout risque au niveau de la confidentialité. Fascinant. Moi, ça m'amène à la question pour toi, Christian. Ta vision là, de l'avenir de l'IA puis de comment l'IA va avoir un impact sur le développement du Québec, développement économique du Québec, là, c'est où? Tu m'en parles de temps en temps. C'est quoi? Mais moi, je pense qu'on est à un moment où on peut penser à développer des modèles d'IA nationaux. C'est des modèles d'IA où on va être en plein contrôle. Ce qu'on voit quand même depuis le changement au niveau de le retour de Donald Trump à la présidence américaine, c'est difficile, disons, la relation avec les États-Unis. Il y a des enjeux divers en termes de souveraineté. Ah bon? Ah bon? Oui, je pense que c'est quand même un peu délicat ces temps-ci. Il y a quelque chose. Il y a des enjeux, oui, quand même. Mais bref, effectivement, dans ce contexte-là, on a quand même une dépendance technologique face aux big tech, aux grandes compagnies américaines. Moi, je pense, puis là, on voit, il y a d'autres choses, il y a des évidences comme quoi on est capable d'avoir des modèles ouverts, des modèles qui ont été développés. Les Chinois ont développé des modèles comme DeepSeek et aussi Qwen, un autre modèle, qui démontre que ce n'est pas réservé aux big tech. Tu n'as pas besoin d'avoir les ressources incroyables, les centres de calcul que les grandes compagnies américaines ont pour en faire. On peut en faire et on peut en faire avec des modèles qui fonctionnent sur nos infrastructures. Fait que là, moi, je dis, ben, ça serait peut-être l'occasion de faire en sorte qu'on développe plus amplement cette capacité-là, d'avoir des modèles qui sont aussi, qui représentent bien la société, des modèles spécialisés sur la langue française du Québec, sur la culture québécoise, qui reflètent notre culture, qui sont plus en mesure en soi de répondre aux attentes, aux différentes questions qu'on peut avoir. Fait que je pense qu'on est à un moment où on peut réfléchir sérieusement à se doter de cette capacité-là d'avoir des modèles qu'on dit nationaux, puis on n'est pas les seuls. Hein. C'est une idée qui est aussi explorée ailleurs dans ce qu'on appelle les autres puissances en moyenne en Europe, où il y a vraiment cette réflexion-là aussi de développer une certaine indépendance, un certain détachement face à la dominance actuelle des grandes compagnies américaines. Je t'ai entendu parler d'open source dans un contexte comme ça aussi. Ben oui, c'est parce qu'actuellement, on voit qu'il y a des modèles ouverts, des modèles open source qui sont déjà disponibles. On a vu le modèle Llama de Meta qui a été proposé, qui était quand même un des premiers modèles d'ampleur qui a été proposé pour faire ça. Il y en a d'autres. On voit Hugging Face, qui est une compagnie quand même connue maintenant, qui offre ce répertoire de différents modèles ouverts qui sont disponibles. Donc, c'est rendu accessible. On n'a pas besoin de s'abonner au service d'OpenAI et de payer le fort prix pour accéder à leurs modèles et de leur donner nos données aussi. On peut avoir accès à des modèles qui ont été entraînés, qui ont un niveau de performance raisonnable, pas toujours au même niveau que les derniers modèles de l'heure, mais avec un certain retard. Même si on a 6 mois de retard, ce n'est pas un grand enjeu. Puis on pourrait penser prendre ces modèles-là et les spécialiser dans le français du Québec ou de carrément, éventuellement, de répéter la recette et de l'appliquer à nos données pour avoir des modèles qui répondent encore mieux à nos besoins. Oui, puis je pense que le projet de Bibliothèque et Archives nationales du Québec va un peu dans cette ligne-là, puis vous en discutez, entre autres. Oui, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec a fait une étude de faisabilité sur la question, discute à dire, est-ce qu'on pourrait faire une base de données en français québécois en bien commun? Ça, c'est l'idée, c'est de dire, on fait la base de données, puis on la rend disponible, peut-être avec certaines contraintes, mais du moins, on la rend disponible pour que d'autres tiers technologiques, des entreprises, des organismes, les gouvernements, puissent développer ou du moins spécialiser leur modèle de langue avec un corpus de textes franco-québécois.
Donc ça serait vraiment, je dirais un morceau important à développer. On peut le faire sans ce morceau-là, mais ça ne sera pas aussi bien que Mhm. si on avait vraiment la bonne grosse base de données qui nous représente, qui capture beaucoup de choses, puis qui est faite aussi dans les règles de l'art, toujours de dire que c'est pas juste de ramasser un maximum de données sans égard à qui détient la donnée, c'est d'avoir peut-être la capacité de bâtir cette base de données-là en respectant le droit au retrait, si on veut retirer des œuvres, le fait aussi qu'il y a une propriété intellectuelle qu'on doit respecter. Donc, de le faire dans les règles de l'art, mais de se doter de ce bien commun-là, ça serait vraiment une Et belle là, chose. je t'entends donner ces exemples-là fascinants pour la santé, pour la recherche scientifique, la microscopie nanoscopique, et là pour la culture, la langue québécoise. Pour les entreprises, c'est quoi qu'une entreprise, un dirigeant, dirigeante québécoise peuvent faire? Ben, moi, je pense que tout le monde n'est pas au même niveau. Fait qu'il y a différentes entreprises. Des entreprises qui sont très avancées, qui sont prêtes à déjà intégrer des derniers modèles de l'ère, de développer des approches. Il y en a, mais je dirais que c'est peut-être quand même une minorité. Il y a beaucoup d'entreprises qui mériteraient à gagner en maturation. Puis moi, je pense qu'il y a toute une démarche de dire, même si l'entreprise n'est pas très avancée, a l'impression que c'est quelque chose qui est hors de portée, je pense que c'est le temps de voir que il faut se préparer, il faut gagner en connaissances, puis d'amener l'entreprise à avoir une meilleure littératie, à avoir l'entreprise où il y a une bonne numérisation des activités, des documents. Puis si on développe ça, parce que les données, c'est la source, d'avoir cette capacité-là, d'avoir accès à des bases de données qui représentent ce qu'on traite comme ce qu'on fait comme activité, ce qu'on traite comme bien, peu importe, et d'utiliser après ça ces données-là pour pouvoir intégrer l'IA dans les activités, c'est ça la clé, je crois. Tu parlais de maturité. On a développé ensemble l'IA Québec. En fait, vous avez développé toute une base de matrice d'évaluation de maturité, puis IA Québec la rend disponible aux entreprises à travers le Québec. Qu'est-ce que c'est les éléments clés de la maturité d'une entreprise là, sur lesquels travailler? Mais je pense que la maturité, c'est d'avoir une certaine compréhension de ce que c'est l'IA, d'avoir aussi les données à disposition, puis d'avoir une capacité d'adoption des nouveaux modèles. Je pense que c'est vraiment là qu'on doit aller. Puis je pense que chacun est dans une situation spécifique à son cas, mais je pense que le grand message, c'est de dire il faut y aller. Parce que moi, je suis d'avis que ce qu'on voit comme changement au niveau de l'IA, c'est une révolution technologique. Puis le comparable le plus près que je vois, c'est l'émergence d'Internet puis du Web au milieu des années 90. On a vu le Web, Internet, ça a changé énormément les choses. Peut-être pas en 1999. En 1999, c'était un objet d'intérêt. On commençait à avoir les sites qui hébergent. Mais si on regarde en 2025, l'importance que l'Internet a dans nos vies, mais moi, je crois qu'en 2050, Ouais, c'est l'IA va avoir une importance comparable au moins. bon. Fait que je pense que dans les 10-15 prochaines années, il y a un virage important qu'il faudra faire. On n'est peut-être pas prêt à anticiper tout ce qui va arriver, mais être prêt, des fois, c'est juste de comprendre ce que c'est, puis d'être à l'affût de se préparer en termes d'adopter lorsque le fruit va être mûr. Là, je t'entends parler de ça, j'ai une question qui me titille. Là. Je ne sais pas, chez toi, dans ta famille, comment tu prépares tes enfants à tout ça? Est-ce qu'ils sont branchés sur l'IA du matin au soir? Ah, pas du tout. Comment Moi, ça moi se j'étais passe? dans une approche très classique au niveau de la maison. Ils ont quand même on limite les temps d'écran. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils sont encore jeunes quand même. Là, je pense que c'est un enjeu. Mais même au niveau de l'IA, ils connaissent. On en discute à la table quand on discute lors des repas. Ils me posent des questions. Ils ont des belles questions, des beaux enjeux, mais on n'est vraiment pas dans un contexte familial où l'IA omnibule nos vies, occupe tout l'espace. Vraiment pas. Les enfants, ils lisent les livres, des livres papier. Là. Donc, ils Ben oui, sont vraiment dans une approche plus classique. Ben oui, tes enfants, si je comprends bien, positive computing ou bien comprendre les ordinateurs et la cognition, ça, c'est tes livres d'enfants chez toi? Peut-être pas. Non, pas vraiment, mais bref, effectivement, d'ailleurs, il y a un livre qui est fait pour apprendre les réseaux de neurones à des bébés. Ça existe, ce livre-là. C'est quand même intéressant. C'est vraiment un livre pour ton bébé, comment le préparer à bien comprendre ce que c'est un réseau de neurones Puis artificiel. pourquoi tu insistes sur développer justement ces compétences classiques-là chez tes enfants? Qu'est-ce qu'il faut développer chez nos enfants? Mais je pense que
On dit souvent que l'IA a des enjeux de créer une perte d'expertise. Ça, c'est en général, les gens vont comme perdre la confiance. Mais je pense que l'IA, en termes de développement cognitif chez les enfants, ça a du bien puis du mal. Puis moi, mais les enfants l'utilisent, l'IA, des fois, dans un contexte scolaire encadré. Ils vont faire, chez mon garçon, faisait la génération d'images, des fois, pour un rapport ou quoi que ce soit. Il trouve ça bien intéressant. Mais ils ne vont pas utiliser ChatGPT pour rédiger de toute façon, ils sont assez jeunes, ils ne sont pas nécessairement rendus à ce niveau-là. Puis je pense que ce n'est pas requis qu'ils aillent vers ça immédiatement. Tu sais, la compétence classique d'être capable de lire un texte, de le comprendre, d'être capable de faire des mathématiques, d'être capable de lire des éléments d'histoire pour développer une certaine culture personnelle, culture générale, c'est important. Donc, son propre modèle de langage. Exactement, ils sont en train de s'entraîner eux-mêmes, leur modèle interne. Fait que je pense que on a vu, puis ça c'est vrai, hein, en IA en soi, on dit on a des enjeux en termes de qualité de données pour entraîner des IA, il y a avant et après 2022. Parce que ChatGPT est arrivé en 2022 et on dit que la qualité des données du web utilisées pour entraîner des modèles d'IA s'est dégradée significativement depuis 2022 parce qu'il y a beaucoup de trucs générés automatiquement. Puis ça, c'est pas de la bonne donnée pour entraîner des modèles. Je pense un peu assez la même chose. Je fais une transposition, dire probablement qu'entraîner des enfants avec de l'IA, des modèles d'IA, c'est pas la meilleure façon qu'ils se forment. Je pense qu'encore d'y aller de façon plus classique, ça les prépare bien. Écoute, avant d'enchaîner avec ma dernière question, je serais quand même curieux de t'entendre sur quelles autres qualités humaines fondamentales on doit développer chez nos enfants, chez nous comme dirigeants. Bien, je pense le sens critique, une ouverture d'esprit, mais également une capacité à avoir une capacité critique par rapport à ce qu'on fait face. Moi, ce qui m'inquiète des fois dans les questions d'IA, c'est justement ces questions-là que les gens vont adopter l'IA comme étant un conseiller personnel, ils vont adopter l'IA pour prendre plein de décisions, puis éventuellement, ils deviennent vraiment incapables de juger de la situation. Ça, je pense que c'est important. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter. Je pense que c'est vraiment juste une capacité de bien comprendre ce que c'est, de bien comprendre les limites des choses et de l'intégrer là où c'est utile, mais d'être capable de s'en passer lorsque ce n'est pas vraiment pertinent. Je vais te pousser en te posant la même question, mais pour que tu m'en donnes un autre. Parce que l'esprit critique, c'est souvent celle à laquelle tout le monde pense, une compétence humaine. Mais souvent, les bien-pensants s'arrêtent là. Il faut seulement avoir l'esprit critique. Il y a quoi d'autre qu'il faut avoir pour être un dirigeant, un citoyen de l'ère de l'IA? Bien, il faut avoir un sens critique, mais il faut aussi avoir une vision. Tu sais, il y a les aspects un peu de penser, là, c'est un anglicisme, de penser hors de la boîte, là, out of the box, d'avoir une capacité de voir ce qui se passe, puis de lire entre les lignes, puis de construire, ou du moins de se préparer. Je pense que ça, c'est très important. Puis l'IA va pas nous amener à faire voir ça. Mais des fois, d'être assisté, tu sais, je pense que là où c'est intéressant, puis je pense que c'est d'avoir une capacité à explorer des idées, à imaginer des choses qui semblent un peu folles, mais en y repensant bien, finalement, il y a peut-être des points qui sont intéressants, des bons points. Puis ça, c'est une capacité qui est quand même importante chez les humains, chez les gens. Là, quand on veut être un dirigeant, quand on veut amener à ce que les choses avancent, se transforment pour le mieux, il faut avoir cette capacité-là à remettre les choses en question, mais aussi d'apporter des solutions ou des idées. Je t'entendais tout à l'heure toi-même dire comment tu étais interdisciplinaire, fait que je suis sûr que justement, de connecter des points entre des univers différents, ben, c'est une source de découverte. Oui, mais moi, je pense que des fois, il y a des bonnes idées qui viennent de la collision de plusieurs approches ou des visions disciplinaires qui sont distinctes, qui ne sont pas nécessairement mises en relation. Quand on met ça ensemble, des fois, on voit des choses, des liens où on comprend mieux. Parce qu'en mettant les deux visions ensemble, il y a peut-être quelque chose de plus grand. Là. Le tout est plus grand que la somme des parties, comme on dit. Moi, je trouve que c'est tellement puissant, c'est presque triché. Mais oui, c'est une immense source de créativité puis de nouvelles idées. Dernière question pour toi, justement, dans l'ordre des questions créatives. Ben, toi, là, Christian Gagné, quelle question t'aimes te faire poser? On doit t'en poser plein de questions. Y en a-tu une ou deux que tu affectionnes particulièrement? Affectionne, je ne sais pas si je l'affectionne, mais il y a une question qui m'arrive des fois, puis donc ça vient me chercher positivement, ça m'engage beaucoup, c'est y a-tu de l'IA à Québec? Les gens disent c'est à Montréal que ça se passe. Ça revient encore des fois. Je dirais qu'avant, il y a 5-6 ans, c'était un enjeu de dire ben oui,
on a des forces vives au niveau de la région de Québec en IA. Mais encore des fois, surtout les gens qui ne sont pas nécessairement au courant, ils disent hey, il y a quelque chose qui se passe à Québec, parce que quand je leur dis ce que je fais, ou du moins, les gens entendent parler de ce qu'on l'Institut Intelligence et Données à l'Université Laval, que l'Université Laval, on a des activités. Les gens sont encore surpris d'apprendre qu'on a quand même un bon niveau d'activité. Fait que là, bien sûr, là, je pars et je leur explique que oui, on a des forces importantes. Et donc là, vraiment, c'est là que ça vient quand même me chercher à l'intérieur, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Tu es un grand ambassadeur toi-même. Ben oui, c'est une mission que je me suis donnée en partie, de contribuer à ce que ça soit visible, qu'on rayonne, qu'on comprenne qu'on est dans une situation où il y a des forces remarquables à Montréal, mais tout n'est pas à Montréal. À Québec aussi, on a nos forces et on a une présence qui est quand même là. Et l'interdisciplinaire, c'est une chose, mais l'international, toi, tes réseaux, tu es connecté à qui dans l'univers pour faire tes travaux? J'ai quand même des bonnes connexions avec la France. J'ai fait mon postdoc en France. Ah bon? Donc, j'ai gardé des liens naturels avec la France. C'est beaucoup vers la France que j'ai des connexions personnellement en termes de recherche, de collaboration. Mais j'ai quand même aussi un réseau, comme je dis, à la fois le réseau, oui, géographique, mais qui est quand même aussi un réseau disciplinaire varié. Donc là, je reste plus local, mais tu sais, autant quand je parle avec des gens dans d'autres disciplines sur le campus, des fois, j'ai l'impression que je parle à des gens d'une autre culture scientifique. Mais c'est quand même très intéressant aussi. Mais les mélanges de cultures, je pense que c'est quand même, ça m'intéresse grandement. Je trouve ça vraiment enrichissant d'avoir ces discussions-là. Mais oui. Christian Gagné, merci beaucoup. Et puis de t'entendre parler de comment l'IA peut développer et enrichir la culture québécoise, la découverte et comment en fait devenir des meilleurs humains qui l'utilisent pour aller plus loin, c'est très inspirant. Ça fait plaisir de vous parler. Merci beaucoup.